Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Hello à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Timothée, sommelier et fondateur du restaurant Frida à Bordeaux. Dans cet épisode, Timothée nous raconte comment il s'est passionné pour la gastronomie et comment le métier de sommelier s'est naturellement imposé à lui. Il nous partage ses premières expériences dans des lieux prestigieux, tels que le Bristol ou le Benoît, restaurant d'Alain Ducasse, puis son incroyable expérience en Australie au sein du mythique restaurant de l'Opéra de Sydney. À son retour en France, Timothée décide de créer son propre restaurant et nous décrit les dessous de sa vie d'entrepreneur. Cet épisode a été enregistré à distance, confinement oblige, et sans surprise, le son n'est donc pas optimal, mais ne perturbe en rien la richesse de cette conversation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Timothée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Caféine. Alors Timothée, tu as une formation de sommelier, tu as travaillé dans des établissements prestigieux et cela dans le monde entier. Du Bristol en passant par le mythique restaurant de l'Opéra de Sydney, tu as décidé il y a 4 ans de créer Frida, un restaurant et bar à cocktails dans le centre de Bordeaux. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer exactement en quoi consiste le métier de sommelier ? Oui, alors salut Sarah, écoute, c'est un plaisir que d'être sur Caféine aujourd'hui avec toi et avec grand plaisir pour répondre à toutes tes questions et en savoir un petit peu plus sur ce parcours et ce métier. Écoute, déjà pour répondre à ta première question, le sommelier, c'est tout d'abord quelqu'un qui a des connaissances et des compétences en dégustation de vin, mais aussi en œnologie, en distillation, en agriculture, en biodiversité, en hôtellerie, en restauration évidemment, et qui a des gestions forcément de management et de gestion. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui évidemment est présent donc au sein du restaurant, c'est quand même sa fonction principale, qui est là pour évidemment accueillir le client et mettre surtout en avant donc la cuisine du chef pour lequel il travaille et de sublimer tout ça avec les meilleurs accords mets et vins possibles. Comment tu t'es passionné pour les métiers du vin et de la gastronomie ? Comment t'en arrivé à devenir sommelier ? Alors, écoute, moi je suis arrivé, donc tout d'abord j'ai, on va dire une enfance et une jeunesse avec mon père qui est une fine bouche et qui m'a toujours un petit peu, voilà, inculqué ces valeurs de produits, de terroir, de producteurs et évidemment un petit peu aussi de vignoble parce que c'était un grand passionné de vin aussi. Donc voilà, j'ai eu ça un petit peu tout au long de mon enfance, donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'étais très ouvert dès le plus jeune âge. Et du coup, voilà, vers l'âge de 16 ans, fin d'études, on va dire lycée, j'ai décidé justement de partir plutôt pour une voie professionnelle parce que de caractère et de assez actif et plutôt manuel, j'avais envie de voilà de rentrer un petit peu plus rapidement que la voie classique dans les métiers justement pratiques. Et du coup, je me suis tourné vers la cuisine. Voilà. Donc à Paris, je me suis lancé dans des études donc d'art de la table, en commençant évidemment par la cuisine parce que je me suis dit que vraiment c'était la base pour rentrer dans ce métier. Et j'ai fait 4 ans de cuisine. Par la suite, dès que j'ai commencé à être en adéquation avec le métier et que j'ai eu la chance petit à petit d'être en contact avec tout ce qui est la partie donc viticole, qui m'a beaucoup plu rapidement. Et quand tu dis que tu as fait des études de cuisine, c'est-à-dire tu as fait un CAP cuisine, c'est quoi? Ouais, j'ai commencé écoute avec un CAP cuisine, ensuite j'ai enchaîné avec un bac pro et ensuite après le bac professionnel de cuisinier, donc en tout 4 ans d'études, j'ai décidé de partir donc plutôt côté sommellerie et donc j'ai fait une mention complémentaire en 1 an qui m'a permis l'introduction du coup au monde du vin et ensuite un BTS également dans toute la partie sommellerie œnologie. Et finalement, quand tu as commencé à faire tes études dans le monde de la cuisine,
Est-ce que tu savais déjà que tu allais te spécifier dans la sommellerie ou pas du tout? Pas Tu du savais tout. pas, Non, non, je ouais, tu savais savais pas pas où tu du allais? tout. Je savais pas trop où j'allais. Écoute, j'ai beaucoup aimé la cuisine. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. J'étais moi, tu sais, un élève un petit peu dissipé. J'étais quelqu'un de assez. J'avais besoin d'être un petit peu recadré. Et il y a ce côté, tu vois, dans la cuisine qui est le côté rigoureux, qui m'a beaucoup, je pense, canalisé et qui m'a appris pas mal de choses, mais pas seulement pour le métier. Je dirais que dans la vie de tous les jours, voilà, ça m'a vraiment appris la rigueur. Et il y a un côté un petit peu militarisé dans la cuisine, c'est ce côté brigade, etc. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a joué en ma faveur. Et du coup, par la suite, tu vois, petit à petit, ben, en contact avec le milieu du restaurant, donc évidemment le vin, et j'ai rencontré des gens assez passionnants qui m'en ont parlé, et j'étais moi curieux et j'avais toujours cette envie d'aller vers la clientèle. Et je travaillais, une de mes premières expériences, c'était au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées, et c'était à l'époque donc géré par Alain Ducasse. Et on avait une cuisine ouverte. Et du coup, cette cuisine ouverte qui te donnait, voilà, évidemment sur la salle et sur la clientèle, j'ai toujours eu, voilà, un petit œil sur toute la partie sommellerie et je regardais les sommeliers avec beaucoup d'attention. Et justement, après, quand tu es parti, quelle a été ta première expérience en tant que sommelier? Alors, première expérience en tant que sommelier, du coup, j'ai fait ma dernière expérience, comme je disais, donc au sein du groupe Ducasse, Alain Ducasse, et ensuite, je suis resté dans le groupe. Par contre, je suis parti et j'ai changé de voie. Du coup, j'étais cuisinier pour eux pendant un an, et ensuite, je suis devenu sommelier pour eux, donc au restaurant Le Benoît, de Paris Ouais. 4e, qui était un achat récent à ce moment-là, parce qu'on parle de 2007-2008, un achat récent du groupe Ducasse. Et du coup, voilà, je suis tombé dans une institution, une étoile au Michelin, un lieu voilà, rempli et chargé d'histoire, avec une très très belle carte des vins. Et c'était important pour toi d'avoir des expériences dans des restaurants comme ça, étoilés? Oui, moi je voulais, tu sais, je voulais un peu gravir les échelons, donc je me disais qu'il fallait que je commence par des restaurants gastronomiques sans forcément être étoilé, et ensuite petit à petit gravir les échelons pour ben déjà par peur de trop de pression de rentrer tout de suite dans un 3 étoiles, mais aussi pour apprendre, on va dire, euh, assez rapidement, mais en prenant son temps de vraiment ticker toutes les cases et toutes les étapes avant d'arriver au summum qui sont les 3 étoiles. Donc j'ai commencé voilà dans des gastronomiques avant. Ensuite le Benoît, c'était le premier restaurant étoilé où je commençais à travailler, du coup en sommelier. Et ensuite j'avais décidé de partir pour un deuxième établissement, 2 étoiles au Michelin cette fois-ci. Le Bristol. Et c'est vrai que moi, j'ai l'image que dans ces institutions-là, l'ambiance est parfois assez stressante avec beaucoup de concurrence. Alors, est-ce que c'est vrai ou Ouais, c'est juste une image exactement. qu'on se fait? Exactement, non, c'est complètement vrai. Écoute, c'est l'excellence, donc j'ai envie de dire, quand on travaille dans l'excellence, on a beaucoup moins le droit à l'erreur, parce qu'on travaille évidemment avec des produits de grande qualité, avec des gens qui payent le prix de la qualité, qui payent aussi le prix du service, qui payent le prix de la cuisine, le prix également du cadre. Donc non, non, c'est hyper important. On a une grande pression, et effectivement, du fait de cette demande qu'on a, on est obligé de se mettre la pression quoi qu'il arrive tout seul. Et ensuite, que ce soit les chefs de cuisine ou les directeurs de salle savent très bien le faire aussi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile là, dans tes études, dans tes premières expériences? Ben écoute, le plus difficile dans mes premières expériences, ça a été très probablement la première de quitter le monde de la cuisine, parce que c'est vrai que j'étais mine de rien hyper intéressé et très passionné par ce que je faisais. Donc ça, c'était le premier gros challenge, la première grosse question que je me suis posée. Et ensuite, si on parle vraiment du métier, ce sera probablement cette première année en sommellerie au Benoît, où je travaillais du coup en coupure. Donc les coupures, c'est tu commences le matin à 9h30, tu finis vers 15h après le déjeuner, tu y retournes à 18h pour finir vers 23h30 minuit. Ouais. Donc effectivement, moi, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais ce rythme. Et du coup, voilà, compliqué de s'y adapter, très fatigant, éreintant, plus la pression, donc non seulement physique mais psychologique. Et du coup, voilà, compliqué. Et tu t'es dit que tu allais rester quand même dans ce milieu étoilé, même avec toute cette pression?
Oui, c'est très compliqué de passer justement de restaurants classiques à des restaurants étoilés qui ont cette pression et qui te font te dire tous les jours que tu lâcheras peut-être et que tu aimerais bien passer à autre chose parce que mine de rien, j'étais encore moi jeune dans mes expériences, entre Mm. tu vois 18 et 20 ans. Donc moi, j'avais tous mes copains qui eux bossaient normalement du lundi au vendredi, commençaient à 9h, finissaient à 18h et avaient leur week-end. Nous, c'était pas le cas. On était tout de suite dans un rythme complètement décalé, avec évidemment pas nos week-ends, pas nos soirées. Donc, non seulement il y a la pression, il y a la lourdeur du travail, non seulement psychologique par la pression qu'on a, physique par les horaires qu'on fait et le rythme qu'on a, mais également cette pression sur notre vie personnelle où on doit quand même sacrifier pas mal par rapport à ce qui nous entoure. Et tu t'es jamais dit que tu allais changer de voie, justement? Écoute, je me le suis dit, malheureusement, je me le suis dit un peu trop tard, ou heureusement, je sais pas. Mais mais non, non, j'y ai pensé, bien sûr, j'y ai pensé plein de fois. C'est tellement dur, tellement difficile qu'effectivement, tu te remets souvent en question et tu te dis, est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine? Et puis finalement, c'est la passion. C'est soit dans ce métier, soit t'es passionné, ça marche. Soit je pense Mm. que si tu n'as pas cette passion, tu quittes vite le métier, ouais. Et alors ensuite, je passe un peu rapidement, mais tu as passé plus de 10 ans à Sydney en Australie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi de partir en Australie? Je suis parti, c'était un projet que j'avais, que je m'étais dit, voilà, je termine ce cursus dont je t'ai parlé juste avant, c'est-à-dire de vraiment commencer 1 étoile au Michelin, 2 étoiles au Michelin, 3 étoiles au Michelin, et ensuite, voilà, avoir les armes suffisantes pour moi faire ce que j'avais envie de faire après et pouvoir avoir soit mes propres projets ou en tout cas mon expérience et pouvoir partir, parce que j'avais évidemment envie d'une expérience à l'international. Et du coup, j'ai choisi. Donc, je voulais un pays qui était anglo-saxon, donc j'ai choisi l'Australie parce que effectivement, c'était très loin, c'était un challenge, on pouvait pas rentrer du jour au lendemain. Et surtout, effectivement, comme tu l'as dit, un peu pour la qualité de vie, c'est-à-dire la plage, le beau temps, etc. Et du coup, voilà, j'ai fait les trois choses. J'ai quitté le Bristol donc en 2009 et donc qui était donc 2 étoiles en 2008 et qui est passé à 3 étoiles. Du coup, j'ai dit ok, banco, je peux partir faire mon année et le challenge est relevé. Du coup, je suis parti à la base 1 an en Australie. Et il y a un rapport avec le vin, justement, en Australie? Ouais, complètement. Il y a un rapport avec le vin. C'est vrai que nous, quand on est sommelier en France et qu'on travaille voilà, dans des grandes maisons françaises, des institutions françaises, on a une clientèle qui est à 50% française et à 50% internationale. Ce qui fait que Mmh. les gens qui viennent généralement dans ces établissements veulent, quoi qu'il arrive, boire du vin français. Donc on a les plus grosses cartes des vins avec 2000, 3000 références sur carte. Malheureusement, c'est 100% des vins français ou à 90% en tout cas des vins français. Donc on a une exposition aux vins internationaux un peu limitée. Et du coup, j'avais vraiment envie moi de développer un petit peu voilà cette partie qui me manquait. Donc j'avais une excellente formation avec les vins français, les régions françaises que je connaissais très bien, tous les vins que j'avais pu goûter évidemment, mais je me sentais très faible en connaissances internationales et du coup je me suis dit qu'aussi j'allais pouvoir appuyer ça. Et tu as travaillé donc, finalement, donc tu es resté 10 ans, Je suis c'est ça, resté, en ouais, Australie? presque 9 ans, exactement. Et tu as travaillé 5 ans en tant que sommelier au sein du mythique, restaurant de l'Opéra de Sydney. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Eh bien, écoute, je retiens, donc c'était ma deuxième année. J'ai commencé, comme je te disais, avec l'envie de vouloir vraiment m'ouvrir aux vins internationaux. Donc, j'ai commencé à travailler dans un petit étoilé italien la première année de mon arrivée. Et ensuite, je suis parti pour rester finalement une deuxième année parce que le Bristol avait organisé tout un événement donc à l'Opéra de Sydney. Donc, mes anciens collègues m'avaient appelé, m'avaient dit de venir. Ils cherchaient à ce moment-là un sommelier. C'est eux donc qui m'ont proposé le sponsorship, donc la possibilité justement de rester en Australie avec un visa. Du coup, ça c'est la première chose que j'en retiendrai, c'est que c'est le travail qui m'a fait rester vraiment en Australie. Et ensuite, professionnellement, ça a été évidemment une ascension parce que
ça faisait déjà 1 an que j'étais en Australie, j'étais déjà plus confiant, mon anglais était assez bon et donc j'avais la possibilité voilà de me vendre plus facilement. Et c'est vrai que là j'ai gravi les échelons, j'ai terminé donc assistant sommelier de l'Opéra de Sydney, donc numéro 2 dans la sommellerie quand on était 5. Et ensuite voilà, ça m'a vraiment donné les armes de par déjà le fait que ce soit un bâtiment aussi prestigieux et connu à travers le monde, et ensuite de par les soirées qu'on a pu organiser nous sur place. C'est vrai que c'est un lieu tellement mythique que tout le monde a envie d'y faire quelque chose, donc on a fait des grandes réceptions assez incroyables. Est-ce que tu en as une à nous partager ou une Écoute, anecdote particulière des grosses soirées, pas forcément, mais c'est vrai que des anecdotes, voilà, on avait la chance d'avoir des gens très connus qui venaient, notamment à ce moment-là, c'était le film The Great Gatsby qui était en train de se tourner à Sydney, et du coup, Leonardo DiCaprio, à ce moment-là, ce soir-là, est venu dîner donc à l'Opéra de Sydney. Ah, sympa. Voilà, donc très cool. Et du coup, voilà, quand quelqu'un comme ça vient, évidemment, voilà, c'est des menus dégustation où tu as entre 8 et 10 plats à servir et à chaque fois à faire un accord mets vin. Il s'agit qu'en plus de ça, Léo ne voulait parler qu'à très peu de personnes, et du coup, c'était le sommelier qui devait s'occuper de sa table en fait avec sa copine, et donc c'est moi qui m'y suis collé, donc c'était assez sympa, on a bien ri, quelqu'un de très cool et d'assez ouvert. Plutôt pas mal comme anecdote, C'était pas OK. mal. Et justement quand tu arrives en Australie et que tu travailles, à l'Opéra de Sydney, comment est-ce que tu commences, c'est-à-dire, par quoi tu commences? Par étudier donc, la carte des vins, mais comment ça se Ouais, concrétise? exactement. Déjà quand tu pars, enfin en tout cas moi quand je vais postuler dans des établissements, déjà je m'intéresse à justement aller regarder un petit peu la carte des vins. J'y vais déjà faire une première expérience, et ensuite j'analyse un petit peu l'établissement pour comprendre un petit peu avant même d'y avoir mis les pieds. Et une fois que j'y arrive, évidemment, en tant que sommelier, nous la première chose qu'on apprend, c'est évidemment le menu, savoir ce qui est servi, ce qui est sur place, le Mmh. style de cuisine, le style du chef, etc. Et pour pouvoir ensuite comprendre et assimiler, la partie la plus importante, c'est de faire des accords mets et vins et de sublimer un repas pour la clientèle. Du coup, tu goûtes à tous les plats et tu testes plusieurs vins qui iraient avec? Toi, Exactement. enfin, Alors nous, avec l'expérience, c'est vrai que moi, quand je goûte un plat, je sais tout de suite vers quelle région, vers quel type de vin ou vers quel cépage je vais pouvoir m'orienter. Et ensuite, j'affine. Je dis, ok, il me faut ce style de vin. Donc, s'il me faut un vin avec une certaine minéralité, fraîcheur, je partirai sur des grands sauvignons blancs de Loire, par exemple. Donc, je vais en goûter plusieurs et je déciderai duquel marche le mieux. Il faut aussi savoir que on essaie de travailler avec les vins qui sont déjà sur carte, pas forcément tout le temps faire rentrer de nouvelles références. Donc, il faut aussi jouer avec ce qu'on a en stock et trouver le vin qui sublimera le mieux ce plat. et là, en l'occurrence, à l'Opéra de Sydney, c'était principalement des vins français qui étaient proposés ou pas Pas forcément? forcément. Nous, à l'Opéra, on avait vraiment une carte, elle est 40% française, 40% australienne et 20% du reste du monde. D'accord, Voilà, OK. donc assez éclectique, assez ouverte. Alors nous, on était restaurant français, donc évidemment une grande part de vin français, mais assez ouverte également. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant pour moi. Et ensuite, donc, t'es parti de l'Opéra de Sydney, tu travaillé dans un autre restaurant, c'est ça? À Voilà, en Sydney? fait, donc l'Opéra de Sydney, c'est une concession. Du coup, c'est comme la Tour Eiffel à Paris, c'est-à-dire que tu signes un bail de 10 ans ou 12 ans, et qu'à la suite de ces 12 ans, soit tu le renouvelles, soit tu décides de partir à autre chose. Et nous, notre chef de cuisine, justement le propriétaire de l'Opéra à ce moment-là, a décidé de partir sur autre chose, un autre restaurant et quelque chose d'un petit peu plus voilà, confiné, plus fin, plus petit. Et du coup, je l'ai suivi et c'est là que je suis devenu moi chef sommelier pour la première fois, et on a eu au bout de la première année 2 étoiles, donc on était ravis et très contents, ce qui m'a fait ma première expérience de chef sommelier dans cet établissement-là. Et là, donc, tu resté encore 5 ans, c'est ça?
4 Et ans. là, je suis resté un petit peu moins longtemps. Ouais, je suis resté 3 ans. Et c'était ma dernière expérience du coup en Australie. Et j'ai décidé de. Ça faisait un petit moment que j'avais déjà l'envie de créer ma propre structure, en tout cas mon restaurant ou le bar à vin. Enfin, j'avais une idée de faire quelque chose. Et du coup, j'avais eu un premier projet en Australie qui avait failli aboutir, mais qui au final au dernier moment, je me suis retiré parce que pour des voilà, problèmes internes. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France et là, pour le coup, créer autre chose et créer un restaurant et un concept qui soit un petit peu différent de ce qu'on pouvait voir ailleurs. Et c'est comme ça qu'est né Frida. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te diversifier et de passer à la gestion et la création d'un restaurant? Parce que tu aurais pu, par exemple, uniquement, voilà, on s'imagine, bah, qu'un sommelier va créer un bar à vin ou créer, travailler uniquement sur la carte des vins, Ouais, tout à d'un fait. prochain restaurant. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ben écoute, déjà, je pense que j'avais depuis toujours cette ambition de créer mon établissement, peu importe que ce soit un bar à vin. Enfin, je voulais en tout cas mon affaire. Et du coup, j'attendais juste de le faire avec quelqu'un. Je voulais faire, je voulais attendre l'opportunité de le faire avec quelqu'un de passionné, quelqu'un qui avait les mêmes envies que moi. Et cette même année-là, j'ai rencontré un ami d'amis en Grèce avec qui on s'est super bien entendu et avec qui on avait la même envie, le même projet en tête. Et du coup, 1 an plus tard, on a réussi à créer Frida. Donc ça a été un projet qui a été fait assez rapidement, mais parce qu'on avait déjà toutes nos idées et tout notre business plan déjà fait dans nos têtes. Et pourquoi avoir choisi la région de Bordeaux? Alors la région bordelaise, nous on l'a choisie parce que dans un premier temps mon associé est bordelais, donc c'était soit Paris de mon côté, soit Bordeaux du sien. Donc fallait qu'il y en ait un de nous deux qui fasse une concession. La première chose qu'on s'est dit, c'est on ouvre les portes aux deux villes et la première affaire qu'on trouve et qu'on visite et qui est intéressante, le coup de cœur, on choisira. Voilà, sans se préoccuper de la ville. En plus de ça, à ce moment-là, le TGV relie Paris pour la première fois à Bordeaux en 2 heures et plus 3 heures et demie. Donc c'est vrai que voilà, ça a quand même commencé à pencher sérieusement dans la balance pour Bordeaux. Et ensuite, on a trouvé ce lieu incroyable qui est Frida, avec un jardin, avec une très belle surface, plus de 300 mètres carrés d'intérieur, plus de 150 mètres carrés de jardin. Donc vraiment un bel endroit. Et du coup, ça a été vraiment un coup de cœur dès la première visite. Et voilà comment est né ce projet. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous décrire l'univers un peu de Frida? Donc en effet, il y a un bel espace dehors. Est-ce qui, voilà, comment est né le fait de mixer bar à cocktail, restaurant? Est-ce qu'il y a des inspirations aussi, bah, là, bah, de votre rencontre en Grèce, voilà, où je sais que tu passes quand même beaucoup de temps, de Exactement. vos origines? Bien Est-ce sûr. que tu peux un peu nous décrire l'univers de Frida? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, Frida, c'est un univers, c'est en plein centre du vieux Bordeaux. On est vraiment juste à côté de la Grande Cloche, entre le cours Alsace-Lorraine et le cours Victor Hugo. Donc c'est vraiment cette vieille pierre bordelaise. Donc c'est très très joli dans un premier temps. Et ensuite, il fallait le sublimer avec quelque chose d'assez contemporain, avec le concept qu'on avait. Moi, je voulais absolument pas faire un restaurant qui soit figé avec 40 places assises et 4 murs où on puisse rien faire. Je voulais un espace qui puisse être complètement malléable et où on pouvait voilà exprimer et s'amuser avec ce côté créatif. Et du coup, avec une bonne amie à nous, on a décidé voilà de décorer tout ça avec style et charme en offrant plusieurs ambiances. Donc c'est vrai que nous, dans le concept, on avait déjà l'envie de faire un bar à vin qui se transforme un peu plus tard en bar à cocktail, une partie restaurant et une partie un peu réception. Donc on a ouvert voilà, on a une partie avec le bar dès qu'on rentre avec ce bar, avec cet escalier de bouteilles de spiritueux et la vibe bar à cocktail avec ces deux barman derrière le bar. Donc voilà, on avait vraiment ce côté. Là, on est plutôt dans un esprit années 30 aux États-Unis, dans l'esprit prohibition, avec une déco un peu indus. Mais très personnel parce que beaucoup d'objets familiaux. Ensuite, on a la salle du restaurant qui est en parallèle à cette salle du bar avec un esprit beaucoup plus art déco, avec un joli papier peint, des jeux de couleurs de jaune,
bleu et doré. Et ensuite, on a cet espace extérieur magnifique, ce jardin qui avec entouré de murs en pierre classique bordelais d'une hauteur de 25 mètres avec des arbres à l'intérieur. Enfin voilà, un côté très très bucolique en plein centre de Bordeaux. On oublie vraiment qu'on est dans le cœur d'une ville. Et voilà. Et du coup, là, on faisait un autre esprit. On partait sur l'esprit plutôt de guinguette, chic, avec un mélange de couleurs, tout qui a été chiné, des tables dépareillées, des chaises aussi. Enfin voilà. Voilà un petit peu l'ambiance interne de Frida et de ce qu'on y a fait. Et ce qui est difficile dans la restauration, c'est souvent d'avoir un concept qui marche et surtout dans le temps. Comment Ouais, est-ce que vous complètement. arrivez à vous renouveler, à faire que Frida marche sur le long terme? Alors nous, c'est vrai, quand on a créé ce concept, on avait des milliards d'idées. On savait exactement ce qu'on voulait, comment on le voulait, mais par où commencer. Et du coup, on a vraiment mis en place notre premier jet. Et donc, Frida, c'est vraiment en constante évolution depuis le début. On a vraiment voilà, mis nos premières idées, et puis petit à petit, ça s'affine, petit à petit, on change, on varie le concept, on essaye des choses qui marchent, d'autres un peu moins. Jusque-là, rien à dire, tout marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, on a tellement d'idées, tellement de projets, tellement d'inspiration de par nos voyages, nos expériences, notre curiosité, notre envie de changer, de créer tout le temps, qu'on a vraiment voilà, mis l'idée en stock et on arrive à développer. On a un établissement aussi qui nous permet de le faire. Je vais donner un exemple assez concret. C'est vrai qu'on avait, il y a 2 appartements au-dessus du restaurant. On a décidé de condamner le premier étage pour en créer un espace en fait d'accueil pour des groupes, donc pour des privatisations. Donc on a à l'étage un espace qui permet d'accueillir jusqu'à une trentaine de personnes, voire une quarantaine, avec voilà une autre déco encore une fois. Là on est parti plutôt dans l'esprit salon à l'anglaise du début du siècle et qu'on a baptisé le salon Hemingway et qui justement peut accueillir maintenant des groupes privatisés. C'est un petit peu le concept du comme à la maison. Donc c'est venez comme vous êtes, on vous donne accès à notre système son, on vous fait une formule tapas, vin, cocktail, et vous passez votre ambiance et vous êtes chez vous. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un exemple d'évolution chez Frida au bout d'un an et demi par exemple. Et voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Les prochaines étapes, ce sera sûrement de développer les caves. On a 200 mètres carrés de caves sous le restaurant, donc pourquoi pas un jour en faire un club de jazz sympa. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, dans la création du restaurant? Le plus difficile, je dirais que surtout pour moi, en revenant d'Australie, c'était très probablement le système français. Compliqué de créer, compliqué je parle de tout ce qui est procédure et tout ce qui est procédure et enfin voilà, on facilite en rien la tâche aux jeunes entrepreneurs en France. Alors oui, il y a quelques aides de temps en temps à droite à gauche, mais c'est vrai que tout ce qui est administratif, c'est très très lourd, ça te démotive presque rien qu'à la conception, donc sans parler voilà du reste. Mais c'est vrai que voilà, ça c'était vraiment le plus dur de se réadapter à ce système français un petit peu archaïque et qui met pas mal de temps pour tout. Alors que c'est vrai qu'en venant d'un pays anglo-saxon comme l'Australie, tout est fait pour investir, tout est fait pour développer, tout est fait pour donner l'envie aux gens de créer, et voilà, d'aller de l'avant. Voilà pour moi dans la conception ce qui a été le plus difficile. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens justement qui voudraient monter leur propre structure aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu conseillerais ou finalement de rester, salarié, tu vois? Ou enfin travailler dans un restaurant? Alors, je vais revenir à mon premier point, mais avant ça, je vais quand même, non, non, dire que ce qui est, dans un premier temps, quelqu'un qui a envie de créer donc une structure ou un établissement dans la restauration, ou en tout cas dans les métiers de bouche, c'est déjà de profiter, d'aller au restaurant un maximum, d'aller goûter, découvrir, de profiter, de boire du vin, d'aller s'instruire chez les autres. Mmh.
Et- Mais non, Tu non. prends tout ce que tu aimes bien et tu le Voilà, fais et toi. tu le fais toi chez les autres, chez les autres et tu oublies de le faire à ton compte. Non, non, plus sérieusement, écoute, il faut plusieurs qualités. Il faut de la patience. Il faut avoir les reins solides parce que c'est vrai qu'on est, voilà, jamais à l'abri de problèmes. Je vais t'en citer quelques-uns nous dans notre expérience. On a voulu rénover du coup notre cuisine du restaurant qui était un petit peu vieille. Du coup, on a voulu vraiment la remettre au goût du jour et donc vraiment euh, la rendre beaucoup plus fonctionnelle et plus Mm. attractive pour pouvoir nous faire plus de choses aussi pour notre clientèle. Et voilà, on a commencé ces travaux, on s'est rendu compte qu'une poutre menaçait de s'effondrer. Donc voilà, il y a ce problème-là, et bah, c'est un petit problème de poutre ou de structure comme ça, donc qui n'est pas un petit problème, mais qui est un problème, devient vite un problème de 7 mois. Donc il y a ce genre de petits pépins, et puis après il y a les choses, je pense qu'on est en plein dans le sujet. On est en plein coronavirus, on est en plein Bah ouais. Covid-19. La première chose qu'on a demandé de fermer, c'était les restaurants, les établissements qui recevaient du Mm. monde. Voilà encore une situation sur laquelle il faut avoir un mental d'acier, les reins solides financièrement et aimer ce qu'on fait parce que mine de rien, avec tout ça tous les ans, enfin voilà, sans parler des gilets jaunes, sans parler des retraites, sans parler de tout ce qui nous touche nous directement quand il y a un problème d'actualité, que ce soit les attentats aussi. Voilà, tout ça Mm. fait que c'est quand même, on est les premiers touchés, donc il faut être mine de rien assez solide et être prêt à surmonter toutes ces épreuves. Et puis surtout que vous avez aussi une équipe derrière. Vous avez Exactement. combien de personnes justement avec qui vous travaillez Ben chez écoute, Frida? nous on est 14 salariés. Ah ouais, Ouais, ouais. donc mine de rien, il y a du monde. C'est une PME, mais mine de rien, on a quand même voilà 14 personnes qui travaillent pour nous à temps plein toute l'année en CDI. Donc c'est costaud. Et voilà, quand on a des pépins comme ça, c'est vrai que ça pardonne pas. Mm. Ouais, c'est sûr. Bon, on espère que les gens, après le confinement, vont passer leur soirée, leur journée dehors. Ah ouais, Il va y ouais, avoir ouais, une... on l'espère à tout prix. On espère que tout le monde va se venger et il reste et tout le En monde. tout cas, je pense que tout le monde a envie de ça en ce moment, Ouais, je pense aussi. de Et, sortir, d'aller autant de terrasse, manger des tapas. et il nous reste encore un mois. Donc, qu'est-ce que ce sera dans un Ouais, mois? ouais, c'est clair, c'est clair. Vous allez avoir la queue devant Frida, c'est C'est sûr. clair, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. On sait ce qu'on a prévenu. On a prévenu le personnel quand on les a mis au chômage partiel Ouais. de se préparer à la réouverture parce que ce sera mine de rien assez costaud, je pense. Et pour finir, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien? Est-ce que tu as une journée type, que tu peux un peu nous raconter? Ouais, bien sûr. Alors moi, une journée type chez Frida, donc je me réveille le matin, première chose quand je suis encore au lit, c'est checker les mails. Je check tous mes mails, je regarde un petit peu les actus, ce qui se passe, ce que j'ai eu, j'analyse un peu tout ça. Ensuite, je Mmh. me prépare, je commence par traiter justement tous ces mails. À ce moment-là, le restaurant commence déjà à s'activer un petit peu, il est 10 heures du matin à peu près. Et là, j'ai généralement tout ce qui est livraison qui commence à arriver. J'ai femme de ménage qui commence à arriver, le personnel petit à petit juste derrière. Et du coup, voilà, je suis entre le traitement des mails, répondre au téléphone pour les réservations, gérer les réservations qui ont été faites en ligne, gérer les demandes de groupe pour des soirées, des événements en particulier, gérer les problèmes, parce que tous les jours, il y a un petit problème, que ce soit une petite fuite d'eau quelque part, ou un problème de gaz, ou un problème de ce qu'on veut. Il y a toujours un petit quelque chose surprise dans la journée qui te fait perdre 2 heures. Et ensuite l'après-midi, on enchaîne avec le personnel qui arrive. Donc, c'est briefer les équipes sur ce qu'il y a à faire de plus important, les briefer sur les groupes qu'on va avoir, préparer tout ça, manger un petit morceau, préparer le briefing avec les équipes pour le service du soir, parce que c'est vrai que chez Frida, nous, on est essentiellement ouvert le soir. Et ensuite, c'est commencer le service, donc accueillir les gens à partir de 18 heures, que ce soit pour le bar à tapas, bar à cocktail, restaurant, ou le jardin, ou pour des groupes à l'étage. Et ensuite, finir la soirée en fermant la caisse, en contrôlant tout, vérifiant tout, fermant l'établissement. Et voilà. Et rentrer chez soi à la fermeture, donc vers 2h30 du matin. Et tu es tous les jours chez Frida?
Moi, j'y suis 4 jours par semaine. J'y Ouais, suis, voilà, nous on est ouvert du mercredi au dimanche et j'y suis du mercredi au samedi. Mais je continue évidemment tout ce qui est mailing, etc., même pendant nos journées de fermeture ou les jours où j'y suis pas. d'accord. Ouais, donc ça fait quand même des très grosses journées. Quand on parlait de rythme tout à l'heure, Ça fait des belles journées, mais dans la c'est ouais, ouais, restauration, complètement. encore plus quand tu es entrepreneur, quoi. Complètement. Après, c'est vrai on est plus enclin à le faire pour soi-même que pour les autres, mais mine de rien, c'est des belles journées, ouais, complètement. Et quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu vas faire évoluer Frida d'une certaine manière ou est-ce que tu as d'autres projets à côté? Oui, alors j'ai un projet plutôt dans l'esprit de Frida, mais avec une partie peut-être en moins, c'est-à-dire peut-être le restaurant en moins sur un concept un petit peu plus bar à cocktail, bar à vin, bar à tapas, qui serait cette fois-ci à Paris. D'accord. Donc voilà, donc là on est en train de travailler dessus. On a visité quelques lieux intéressants, dont le dernier qui était plutôt intéressant. Et du coup voilà, affaire à suivre. Et dernière question, que conseilles-tu à des personnes donc tout à l'heure je t'ai posé la question qui souhaiteraient monter un restaurant, tu y as répondu, mais qui souhaiteraient devenir sommelier? Alors, que je conseillerais? Alors, je conseillerais d'être déjà d'avoir une curiosité très aiguisée parce que c'est un métier qui demande énormément d'informations. Une des qualités premières, c'est d'avoir une bonne mémoire parce que la mémoire, c'est ce qui fait un petit peu ce qui nous sert en fait d'outil de travail pour avoir toutes ces références dont je parlais tout à l'heure en tête. C'est vrai que quand on travaille par exemple dans des restaurants, ben, c'est vrai qu'on a plus de 2000 références, donc forcément il faut une certaine mémoire. Il faut être évidemment, je pense, on le sait assez rapidement, mais passionné. Il faut aimer il faut aimer les gens, il faut aimer que ce soit pour la clientèle ou pour ses collaborateurs ou pour les producteurs avec lesquels on va travailler. C'est vrai qu'on est très en contact on est énormément en contact avec l'humain. Donc c'est vrai que cette partie-là est primordiale. Si on est quelqu'un d'un petit peu introverti, etc., c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Il faut aimer aussi tout ce qui est géographie, il faut aimer tout ce qui est climatologie, géologie, il faut s'intéresser à un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça englobe énormément tous ces domaines. Et l'histoire, évidemment, aussi, parce que le vin, c'est quand même une question d'histoire. Et ensuite, il faut être voilà endurant, c'est-à-dire pouvoir voilà travailler, faire des services qui sont assez longs, assez éreintants, assez fatigants, mais dans toujours des lieux assez incroyables parce que c'est vrai que le métier de sommelier, tous les restaurants ne peuvent pas se permettre de se payer des sommeliers. Généralement, c'est des établissements de renom et Mmh. assez incroyable. Donc voilà un petit peu les qualités que je conseille vraiment d'avoir. Eh ben, on peut finir là-dessus. Merci beaucoup, Timothée, d'avoir répondu à toutes mes questions et puis, bah, bon courage et bonne chance bon courage déjà pour la fin du confinement Merci et beaucoup. et on espère, bah, j'espère que tes prochains projets, donneront suite et prendront forme. Justement, un bar à cocktail à Paris, Ce serait sympa. Ouais, ça mais serait sympa. merci à toi en tout cas Sarah de m'avoir invité aujourd'hui sur Caféine. C'était un réel plaisir de partager avec toi et je te souhaite également une bonne fin de confinement et également pour Caféine le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup Timothée. Je t'en prie. Salut, À bientôt. Au ciao. revoir. Merci à Timothée d'avoir pris le temps de nous partager son parcours. Si vous habitez la région bordelaise ou si vous avez prévu d'y aller prochainement, je vous conseille d'aller faire un tour chez Frida, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, à vous abonner et même à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.